Salut à tous, c'est Noonan, bienvenue dans cette nouvelle émission de Chut, ça va commencer. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, pour ceux qui y sont encore, eh bien profitez pour nous. Aujourd'hui au programme, on va parler de Tenet, et oui, je vous ai dit que je ne ferai pas beaucoup de blockbusters dans cette émission. J'ai dit pas beaucoup, ça serait rare, mais j'ai pas dit jamais. Pourquoi Tenet? Eh bien tout simplement déjà parce que j'ai aimé le film. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je dis pas que c'est le meilleur Nolan qu'il nous ait proposé, mais je pense que ce film est très clivant, les avis sont très partagés, et j'ai entendu des inepties et des critiques mais complètement délirantes, d'une agressivité rare. Faut remettre les choses dans le contexte. C'est une proposition, on n'aime pas, on n'adhère pas. Mais j'ai entendu des critiques très agressives, même sur YouTube, j'ai entendu des émissions que j'aime beaucoup, aller un peu trop loin dans l'animosité, et ça n'a pas lieu d'être réellement en fait. Et je trouve ça un peu dommage, c'est pour ça que je vais faire une critique du film en racontant les points positifs, en répondant aux points négatifs que j'ai entendus. D'abord, j'aimerais dire merci à Warner et à Christopher Nolan d'avoir insisté pour sortir le film en salle. Les exploitants, je pense qu'ils en avaient bien besoin. C'est pas qu'il n'y avait pas de bons films au cinéma ces derniers temps, c'est juste que les films populaires, les blockbusters, les films qui rassemblent, il n'y en avait pas beaucoup. Le dernier Nolan était très attendu. Donc c'est cool qu'ils soutiennent les exploitants en sortant ce film, non pas sur une plateforme, mais dans les salles. Contrairement à Disney, comme vous le savez peut-être déjà, j'en ai parlé dans ma dernière émission, et vous l'avez peut-être lu et entendu autour de vous, qui a décidé de sortir Mulan sur sa plateforme, alors que bon, ils se sont bien gavés avec les exploitants l'année dernière, avec Avengers Endgame, avec Star Wars, et puis maintenant c'est un petit peu allez vous faire foutre. C'est pas très cool. Bon, c'est pas le sujet de cette nouvelle émission, donc peut-être qu'on en reparlera encore dans quelques semaines. En attendant, on va parler de Tenet. Tenet est donc réalisé par Christopher Nolan, qu'on ne présente plus, ce réalisateur obsédé par le temps sous toutes ses formes. Et ici, dans Tenet, il rajoute un facteur de physique qu'est l'entropie. En mêlant à tout ça, une machine envoyée du futur qui permet d'aller dans le passé et de revenir dans le présent. Ce qui constituera la base de l'inversion temporelle dans le film. Alors pour résumer, Tenet, ça parle d'un espion américain interprété par John David Washington qui doit empêcher une troisième guerre mondiale temporelle emmenée par un certain Sator interprété par Kenneth Branagh. Alors voilà, vous savez à peu près de quoi va parler le film. Si vous n'avez pas les codes, c'est-à-dire si vous ne savez pas ce qu'est l'entropie, ce que signifie Sator, eh bien je vous laisse découvrir ça dans le film et au-delà du film, car l'intérêt aussi c'est de découvrir des choses. Et attention, les dialogues qui sont écrits, ce n'est pas du remplissage, comme j'ai entendu. C'est pas genre on va balancer des trucs qui ne veulent rien dire. Non, au contraire, tout a un sens. Certes, par moments, ça peut sembler complexe, ça l'est même, mais tout est millimétré, à mon avis, dans l'écriture de Nolan. Il y a peut-être des choses qui nous échappent, des connaissances qui nous manquent. Pour certains, je dis pas pour tous. En tout cas, une chose est sûre, pour certains, le scénario est prévisible, compréhensible. Il y en a même qui disent que Nolan nous prend par la main, que c'est pas la peine de nous expliquer les choses à plusieurs reprises. Et il y en a d'autres qui disent complètement l'inverse, à savoir on n'a rien compris, de quoi ça parle, trop d'explications, trop d'informations. Donc comme quoi, c'est ce que je disais au début, le film divise énormément, même sur sa compréhension. Certains comprennent tout de suite, d'autres comprennent qu'à moitié, voire pas du tout de quoi Nolan veut nous parler dans certains dialogues. La mise en scène est très forte, elle nous met en immersion très vite avec cette première scène d'ouverture dans un amphithéâtre lors d'une mission où le protagoniste, notre héros, tout de suite propulsé et nous avec, et à partir de là le film est très découpé. Il a beau durer 2 heures et demie, les scènes s'enchaînent, elles s'enchaînent entre action, explication, et c'est vrai que les explications, moi je comprends sincèrement qu'elles peuvent dérouter le spectateur, mais il faut s'accrocher. Ceux qui s'accrochent auront plus de clés pour la compréhension du thème du film, voire des thèmes. Et de ce que j'ai entendu, il faut aller revoir le film plusieurs fois pour comprendre le film, qu'est-ce que ça veut dire, une fois, deux fois, trois fois. Enfin, c'est pas nouveau, c'est pas Nolan qui a inventé
un concept d'aller voir plusieurs fois un film pour le comprendre. Surtout dans la SF. 2001 l'Odyssée de l'espace Kubrick, même Matrix, on le retrouve dans des films d'auteur aussi comme chez Lynch, comme dans Mulholland Drive ou Lost Highway. C'est encore un autre genre, mais ça me fait également penser à certains films d'espionnage, puisqu'ici on parle bien d'espionnage aussi comme thème, et ces films qui sont tirés de romans comme John le Carré, où ça parle beaucoup de choses dont on n'a pas forcément les clés, et ici c'est pareil, dans les explications, on n'a pas forcément toutes les clés, mais ça me fait penser à ces films qui sont très bons, comme La Taupe, avec Gary Oldman, qu'on a envie de revoir plusieurs fois pour bien percevoir tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Alors on est dans un film très bien shooté, hein, les couleurs sont magnifiques, du bleu, du gris, c'est assez froid, il y a une tonalité de beige aussi, limite sépia par moment, il y a de très beaux plans, on a des espaces immenses, et c'est vrai que ces océans immenses et décors gigantesques, où sont absorbés nos personnages, où nos personnages évoluent, sont assez impressionnants. Alors le protagoniste qui est à la poursuite de Sator va croiser un bon nombre de personnages qui ont tous une utilité, un sens, et il ne faut pas croire que les pions sont posés là par hasard. Le personnage qu'engage le protagoniste pour l'aider dans sa mission, Neil, interprété par Robert Pattinson, est un des personnages centrales du film, et je pense même qu'il vole la vedette au héros. Alors j'ai aussi entendu dire comme critique que Pattinson était un personnage froid, que Nolan filmait des personnages froids sans histoire. C'est totalement faux, c'est même n'importe quoi. Robert Pattinson joue un personnage distant, avec une émotion intérieure, mais qui est perceptible, et il ne peut pas se dévoiler dû à son rôle et ses implications dans l'histoire. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir un acteur comme Robert Pattinson évoluer, et le personnage qu'il incarne avec Neil est vraiment intéressant, et sa façon de l'interpréter l'est aussi. C'est-à-dire qu'il a ce côté distant, mais avec un regard assez expressif, tout en nuance, alors que c'est aussi un personnage de terrain, un homme d'action dans le film, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Le rapport qu'il a avec le protagoniste, hein. Je suis sûr que Robert Pattinson fera un très bon Batman en 2021 pour le film de Matt Reeves. En 2015, il avait ce rôle extraordinaire du photographe de Life dans le film Life, que je vous recommande car c'est vraiment un très beau film. Et pour revenir donc au protagoniste et à Neil, je trouve ce duo avec John David Washington plutôt convaincant, hein, à l'arrivée. John David Washington, pareil, j'ai entendu que c'était un personnage pas assez construit, on ne connaît rien de lui, et j'ai envie de dire, mais ouvrez les yeux, regardez si ce personnage se construit au fur et à mesure de sa mission, il fait des choix, il a des choix plus complexes qu'il n'y paraissent, et ça définit déjà son caractère. Alors évidemment, il n'a pas de nom, il vient de nulle part, mais ça sera pas le premier héros au cinéma qui sera construit comme ça. Par contre, effectivement, le personnage est un peu plus froid qu'à l'accoutumée, mais en même temps, c'est bien que Nolan nous propose autre chose. Je veux dire, dans Interstellar, dans Inception, les personnages ont des histoires chargées d'émotions. Idem dans Dark Knight ou Dark Knight Rises. Moi, j'adore la fin de Dark Knight Rises. Elle me donne la chair de poule. Mais on ne peut pas reprocher à Nolan de nous faire une nouvelle proposition. Il ne peut pas surfer toujours sur la même vague, le même genre d'émotion, et surtout emmené par une musique lyrique de Hans Zimmer, que j'aime aussi beaucoup, hein, mais c'est bien de se renouveler, de tenter d'autres choses, et c'est ce qu'il a fait. Ludwig Göransson nous propose une bande originale qui correspond tout à fait au film. Elle est toute en tension, dans les moments clés. Alors là, il n'y a pas un thème reconnaissable comme l'avait composé Hans Zimmer pour Batman ou encore pour Inception et certains autres films de Nolan, mais j'ai envie de dire, en fait, on s'en passe très bien, et on est plongé dans le film également grâce à la musique dans les scènes cruciales. Pour revenir aux acteurs, moi j'aime bien John David Washington dans le rôle de cet espion à la James Bond un peu revisité, hein. Il a un petit côté très cool en même temps. Il envoie des petites vannes. Bon, alors c'est très minime, hein, mais il y a deux, trois
deux, trois blagues un peu pince sans rire, à l'anglaise. Et j'aime bien ce flegme chez ce personnage. Bon, il décroche deux, trois sourires dans le film, et ils sont tellement rares qu'ils sont réellement appréciables. On voit ce charme, on voit ce sourire qu'il a hérité de son père, de Denzel Washington, et on se dit que quand il prendra de la bouteille, c'est vraiment un acteur qu'on aimerait voir évoluer réellement. Je pense qu'il a un réel potentiel. L'émotion qu'il dégage à la fin du film, je dis pas, je spoil pas, je vous raconte pas ce qui se passe, mais elle est d'autant plus palpable, je trouve, à mes yeux. Alors il y en a à qui ça n'a rien fait, j'ai lu des commentaires, j'ai entendu des opinions. Il y en a que ça n'a pas réellement touché. Moi, je trouve que justement, cette finesse qui arrive à la fin, qui n'est pas un débordement d'émotions comme on a pu le voir dans Interstellar, et ça fonctionne très bien dans Interstellar, moi j'adore Interstellar. Mais voilà, là on a quelque chose de plus retenu, quelque chose de plus pudique, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, comme le personnage de Kate, interprété par Elizabeth Debicki, je crois que ça se prononce comme ça, celle qui joue la femme de Sator, hein, qui est une femme prise au piège, car elle lui confisque son enfant, et je trouve qu'elle n'est pas finalement si caricaturale comme je l'ai entendu, c'est pas juste la femme en détresse, la James Bond girl, je trouve que c'est un personnage assez fort finalement, elle y va, elle lui rentre dedans, elle prend des risques, et j'ai aimé son jeu, pareil, quelque chose d'assez nuancé, mais on voit quand même, il y a quelque chose de sensible dans ce personnage. On le voit dans le visage de l'actrice, et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Après, Kenneth Branagh dans le rôle du méchant russe, bon, il interprète bien son personnage de russe avec cet accent. Enfin voilà, c'est toujours un acteur anglais hein, qui bosse à Hollywood et qui prend un accent russe quand même. Mais son personnage est peut-être un peu plus stéréotypé, même si son histoire est finalement pas inintéressante. Alors, le reste du film propose des choses assez nouvelles, comme dans les scènes d'action, j'en reparle dans pas longtemps. Nolan va vers quelque chose de différent, et moi j'aime ça. On ne peut pas reprocher à Nolan de ne pas toujours faire le même genre de film avec le même genre d'émotion, je le répète. Et pour ce qui est de John David Washington, pour revenir une minute sur lui, je pense qu'il ne se débrouille pas mal du tout dans sa carrière, car au même âge, Denzel Washington, lui, sortait Un ange de trop et Ricochet. Bon ok, il y a Mobiter Blues entre les deux, mais laissons le temps à Washington Jr. d'évoluer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe de scènes explicatives à des scènes d'action. Que valent les scènes d'action? Moi je les trouve vraiment réussites dans ce film. Alors pareil, hein, j'ai entendu des choses assez aberrantes, comme quoi, oui, Nolan ne sait pas filmer des scènes d'action, il devrait prendre une seconde équipe, dirigée par je ne sais plus quel chorégraphe hongkongais. Mais stop, stop, les chorégraphies hongkongaises, c'est pas que j'aime pas, moi, les films d'action hongkongais. Moi, j'aime beaucoup le cinéma d'action hongkongais, mais arrêtez d'en mettre partout, quoi. On a des films français, c'est des bastons façon arts martiaux dans des commissariats en France, donc ça nous sort du film. Non, Nolan, il fait une action qu'il sait faire, qui correspond à ses scripts, ok, et qui se veut une action réaliste. Et là, en l'occurrence, les chorégraphies sont plutôt bien foutues, notamment la complexité des scènes qui se déroulent comme ça à l'envers, hein, vous le verrez. Et donc, on a affaire à des scènes complètement folles qui sont très bien mises en scène et les effets sont très réussis également. Et c'est là où Nolan nous propose vraiment quelque chose d'un peu nouveau au cinéma, et c'est pour ça que c'est important d'aller en salle voir ce film. Notamment, je parlais tout à l'heure des espaces magnifiques qui sont shootés comme ça avec des plans larges. C'est important de voir ça en salle. Je sais plus, j'ai encore entendu avec Mulan et la polémique sur Disney comme quoi, oui, mais maintenant avec le matériel qu'on a, on peut acheter des barres de son et voir dans des super conditions les films chez soi. Mais quelle bêtise! Mais d'abord, qui a les moyens de se payer des barres de son qui coûtent une blinde, hein, pour les foutre chez soi? Et ensuite, ça ne remplacera jamais une sortie culturelle et un écran géant, à moins que vous habitiez Versailles. Je parle du château, hein, bien sûr. C'est pour ça que je vous encourage à aller voir Tenet au cinéma. Si vous aimez les films de SF spectaculaires et innovants, hein, quelque part, parce que Tenet nous fait une proposition vraiment qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, même en termes d'effets, de réalisation, de technique, de script, d'innovation.
Allez vous faire votre propre idée vous-même au cinéma, ça en vaut largement la peine. Et puis, écoutez, soit on n'adhère pas, mais au moins on aura une proposition nouvelle au cinéma. Et ça, je trouve que c'est vraiment important et c'est bien de prendre ce type de risque. Nous, spectateurs, on en prend plein la figure, on ressort de là en étant concerné, en tout cas on ne se sent pas indifférent à ce qu'on vient de voir. Et je trouve ça bien pour le cinéma et pour les spectateurs. Voilà, l'émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager l'émission, vous abonner, liker, laisser un commentaire. En attendant, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.